Carter can take you. Yes, sir. Acknowledged. On hold. Construction unit lost. Si Dune 2 Battle for Arrakis en 92 préfigure le STR, Westwood Studios lui donne sa forme canonique avec le premier Command & Conquer en 95, renommé plus tard Tiberian Dawn. Avec son successeur un an plus tard, Red Alert, la série consolide le gameplay, mêlant collecte d'une ressource unique, construction de bâtiments et recrutement d'unités, au service de deux factions, avec des troupes distinctes et des campagnes scénarisées portées par des cinématiques en live action. Avec des milliers de copies écoulées, les deux softs s'imposent dans le paysage vidéoludique et préfigurent une décennie d'essor pour le STR, entre la fantasy des suites de Warcraft, la science-fiction de Starcraft et l'histoire d'Age of Empires. Retournons donc sur le conflit fondateur entre le GDI et le Node de Kane à travers la version remasterisée de 2020. Fondé au milieu des années 80, Brelo Software, transformé en Westwood Associates et enfin Westwood Studios après son rachat par Virgin en 92, s'intéresse tout d'abord au RPG, avec comme soft marquant la première adaptation vidéoludique du wargame Battletech en 88 et diverses adaptations de Donjons et Dragons comme la série Eye of the Beholder en 91. Il s'occupe même en 94 du jeu Le Roi Lion pour la version Super NES et Genesis. Mais c'est surtout avec Dune 2 Battle for Arrakis en 92 qu'ils innovent véritablement en mettant au point les mécaniques de ce qu'on appellera les jeux de stratégie en temps réel ou STR. On y retrouve trois factions avec une poignée d'unités uniques, une campagne au scénario sommaire façon Risk où l'on s'occupe d'une province à la fois, des missions en temps réel où il faut récupérer l'épice pour la transformer en argent, poser des bâtiments, recruter des unités et les envoyer un par un à la baston, avec une musique déjà épique de Frank Lepaki. Le tout plaît et est un succès commercial d'époque, ce qui favorise l'arrivée du concurrent Blizzard, qui transcrit le tout dans un univers fantasy avec du multijoueur dans Warcraft en 94. Westwood revient donc en 95 avec une toute nouvelle vision du STR. Le studio décide de baser l'intrigue du jeu sur notre monde contemporain, à l'époque secoué par la première guerre en Irak et l'essor des groupuscules terroristes, mais avec le twist d'une mystérieuse ressource extraterrestre, le Tiberium. L'organisation secrète du Node, secte mi-religieuse, mi-terroriste dirigée par Kane, l'extrait à travers le monde et est combattue par le GDI, un organisme mandaté par les Nations Unies, à une époque où ils ont encore du poids. Chaque campagne nous fait donc jouer une série de missions scénarisées, nous emmenant dans l'un des deux camps, aboutissant à des conclusions différentes. Les missions sont entrecoupées de cinématiques, dans lesquelles on retrouve des extraits de jeux vidéo, de fausses émissions satiriques de télévision, et les échanges entre les acteurs plus ou moins bien joués. Malgré ce surjeu de la part notamment de ceux qui jouent l'émission télévisuelle, cette histoire est agréable à suivre, d'autant qu'on comprend petit à petit que le Tiberium qui s'est abattu sur Terre fait bien plus qu'offrir de nouvelles ressources, propageant des maladies et corrompant les différentes formes de vie en plein milieu d'une guerre acharnée. Le soft n'hésite pas à critiquer le jeu démocratique, les batailles de communication et les campagnes de terreur, rendant le soft toujours aussi actuel dans ces thématiques abordées. Il suffirait de remplacer Tiberium par terre rare et les factions par des pays et vous auriez le monde d'aujourd'hui. Chaque mission nous donne l'occasion d'écumer des situations données, comme anéantir un village, pourchasser un ennemi, récupérer un colis, défendre une base ou monter une offensive. Le soft nous débloque au fur et à mesure de nouvelles unités et de nouveaux bâtiments avec une progression mesurée, même si certaines des missions peuvent être tendues si vous ne les connaissez pas par cœur, le rythme étant bien plus intense que dans Dune 2. Lorsque vous construisez votre base, vous avez une base mobile qui peut se poser n'importe où, vous avez une centrale électrique pour obtenir de l'électricité, consommée par chaque bâtiment, une raffinerie pour envoyer un extracteur chercher le Tiberium et le transformer en argent, comme les épices de Dune 2, et divers bâtiments. On y retrouve des casernes, des usines de véhicules, usines avancées, bâtiments de défense et autres bâtiments uniques en fonction de la faction. Ces bâtiments se font beaucoup plus rapidement et de manière très simple via le panneau de droite. De même, vous pouvez recruter des unités, allant du soldat d'infanterie aux armes expérimentales, en passant par l'ingénieur qui capture les bases, les commandos ou même les aéronefs qui partent de vos aérodromes et doivent s'y ravitailler. C'est parfaitement réaliste. Le GDI aura des unités lourdes et mieux équipées, là où le Node privilégiera les unités rapides, chaque faction ayant ses unités spéciales. Le gameplay est plus actif que jamais, les unités s'entretuent en hurlant sur l'excellente musique rock et électro de Frank Lepaki. La version remasterisée est d'ailleurs particulièrement bien faite, permettant de passer en un clic des graphismes d'origine aux graphismes revus, et a même revu les musiques pour un meilleur encodage, voire des recompositions avec le même compositeur. Malgré tout, en 2025, on fait assez vite le tour de la boucle de gameplay. Un an plus tard, Red Alert proposait un préquel dans lequel Einstein retournait dans le passé pour tuer Adolf Hitler.
Et en effet, le monde a bien changé lorsqu'il retourne dans le présent, puisque c'est sur le morceau légendaire de la Hell March qu'on découvre une guerre totale entre les puissants soviétiques de Staline et les Alliés, avec de nouvelles technologies expérimentales. Le surjeu y est cette fois total, avec des soviétiques méchants très méchants, différentes babes qui seront le fantasme de jeunes joueurs, un scénario qui se laisse suivre et aussi assez critique politiquement. Cette fois, c'est les soviétiques qui ont la grosse artillerie et les véhicules lourds, face à des alliés légers et flexibles. On trouve une nouvelle fois une bonne variété de missions, dont certaines bien délirantes côté soviétique, comme celle où il faut lancer les chiens sur des traîtres ou réduire une cité en cendres. Tiberian Dawn et Red Alert fondent véritablement le STR par leur rythme effréné, l'efficacité de leur gameplay, la musique légendaire et des graphismes qui, même non remasterisés, étaient efficaces à l'œil, dans des campagnes en live action agréables à visionner et opposant à chaque fois deux factions avec des twists. Encore aujourd'hui, Command & Conquer est la matrice du STR moderne, bien qu'un joueur contemporain trouvera le tout un poil répétitif. Je note donc ces jeux, guerre acharnée sur Kane ce beau gosse. La franchise continue son bonhomme de chemin. Westwood Studios poursuit ainsi son effort avec une suite à la saga Tiberium, avec Tiberian Sun en 1999, bien plus futuriste et tragique que son aîné, et Red Alert 2 en 2000, réalisé cette fois par Westwood Pacific. Ce sont les deux derniers STR de Westwood avant sa chute. Electronic Arts, jusque-là dans un rôle d'édition, charge de nouveaux studios de tâter du STR et plus spécifiquement EA Los Angeles, anciennement DreamWorks Interactive. Avec Generals en 2003, le studio s'éloigne des sagas Tiberium et Red Alert pour quelque chose de plus contemporain, avec en faction les États-Unis et leur supériorité technologique, la Chine et sa supériorité numérique, et un groupe terroriste pour de la guérilla. Les autres sagas continuent, avec Tiberium Wars en 2007, qui rajoute comme faction les Screens au milieu des luttes entre GDI et Node, Red Alert 3 en 2008, qui rajoute l'Empire du Soleil Levant avec ses samouraïs à fusil, avant la douche froide qu'a représenté Tiberian Twilight en 2010. Ce dernier soft a transformé considérablement les bases de gameplay de la série, par la conquête de points de contrôle, façon Dawn of War, et des classes à choisir, déterminant un style de jeu. Au vu du peu de succès du titre, EA décide alors purement et simplement d'arrêter tout nouvel opus, si ce n'est des jeux mobiles, comme Tiberium Alliances en 2012 d'EA Phenomics et Rivals en 2018 d'EA Redwood, et même en annulant un Generals 2 qui aurait mis comme faction l'Union Européenne. Triste destin pour une série mythique. Après Command & Conquer, le STR devient le genre iconique du PC pour une bonne quinzaine d'années, porté par les mastodontes de Blizzard avec Warcraft et Starcraft, l'histoire d'Ensemble Studios avec ses Age of Empires et un nombre incomparable de titres qu'il m'est impossible de citer. Le STR s'adapte même à une version plus tactique à travers Dawn of War et Company of Heroes de Relic Entertainment, ou à une version plus stratégique de Total Annihilation à Supreme Commander. Pourtant, à la fin des années 2000 et 2010, avec l'essor des MOBA, le STR perd progressivement sa place au profit d'expériences multijoueurs. C'est à cette période que la série Command & Conquer, malgré ses 30 millions de copies en 15 ans d'existence, disparaît au profit d'expériences plus rentables pour EA. Le STR n'est néanmoins pas entièrement mort. Les anciens de Westwood, dans Petroglyph Games, ont même été capables de ressortir avec EA les versions remasterisées des deux Command & Conquer d'Origins, pendant que Age of Empires s'offre une nouvelle jeunesse, que les remakes se multiplient, et qu'on recommence à avoir des idées de STR, comme le Warcraftien The Scoring. Mais une renaissance totale du STR, avec le succès des années 90 et 2000, est rendue parfaitement improbable face à l'essor des jeux services.